Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct depuis Bruxelles pour le premier bilan des résultats de l'Alliance Sahel au terme de ses 3 ans d'activité. Au programme, le bilan, donc bien sûr, mais aussi les défis et perspectives de cette organisation qui existe depuis 2017, je le rappelle, pour soutenir et appuyer les efforts des pays du G5, avec en tête le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, tout simplement dans un ordre alphabétique. Nous sommes ensemble pour 1 heure de conférence digitale. Vous pourrez notamment poser vos questions lors d'une session, sur le chat de YouTube, et qui seront relayées donc en fin d'émission, lors d'une session avec nos journalistes qui sont situés aux 4 coins du monde. Pour cette présentation, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur ce plateau, voilà, Monsieur Adrien Hey, chef de l'unité de la coopération de l'Alliance Sahel. Bonjour Monsieur Hey. Bonjour Sandrine, bonjour à tous nos auditeurs. Voilà. Également présent avec nous pour cette conférence, mais cette fois sur notre plateau virtuel, le ministre mauritanien des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, président en exercice du Conseil des ministres du G5 Sahel. J'ai nommé Monsieur Ousmane Mamadou Kane. Il nous parlera des réalisations de la présidence mauritanienne depuis 1 an et de ses attentes vis-à-vis de l'Alliance. Madame la ministre espagnole des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, présidente en exercice de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel, Madame Arantxa González Laya. Avec vous, Madame la ministre, nous aborderons la réalisation et impact de l'Alliance Sahel depuis 3 ans. Monsieur Timbala Thomas Awadogo, secrétaire permanent de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail viande du Burkina Faso, nous parlera notamment des projets du PRAPS, dont je le rappelle, c'est un programme régional d'accès à la prévention et aux soins. Pour nous parler des enjeux du concept de la redevabilité, nous accueillerons Monsieur le Premier ministre Tertius Zongo, directeur de la chaire Sahel. Le secrétaire exécutif du G5 Sahel, M. Maman Sidikou, nous parlera quant à lui du partenariat du G5 avec l'Alliance Sahel et des approches innovantes qui ont pu être développées. Enfin, M. Angel Losada conclura par les défis et perspectives de l'Union européenne pour le Sahel en tant que représentant spécial de l'Union. Nous allons donc commencer avec vous, Monsieur Hey, voilà, pour la présentation de l'Alliance Sahel. Donc, rebonjour. Rebonjour. Voilà. Vous allez nous expliquer bien évidemment ce qu'est l'Alliance, à quoi elle sert, son fonctionnement. Mais tout d'abord, pour apprendre à mieux vous connaître, quel est votre rôle au sein de l'Alliance? J'ai l'impression que vous êtes comme une chef d'orchestre, en fait. C'est exactement ça, Sandrine. L'unité de coordination que j'ai l'honneur de diriger, c'est le secrétariat général, le bras opérationnel de l'Alliance Sahel, la structure qui est chargée de mettre en œuvre les décisions de nos membres et d'en rendre compte à nos organes de gouvernance, l'Assemblée générale et le comité de pilotage opérationnel. L'Alliance Sahel, à l'origine, en juillet 2017, donc il y a un peu plus de 3 ans maintenant, c'est l'Allemagne, la France et l'Union européenne qui décident de mettre en commun leurs efforts dans les pays du Sahel face à une situation qui se détériore. Aujourd'hui, l'Alliance Sahel, c'est 24 membres, 14 membres de plein exercice, 10 membres observateurs qui représentent une grande partie des acteurs de l'aide au développement au Sahel, quasiment tous les pays européens, mais aussi les grandes banques et institutions de développement bilatérales et multilatérales, mais aussi les États-Unis, le Canada, le Japon, je ne vais pas tous les citer. C'est donc aujourd'hui l'Alliance Sahel, une plateforme de coordination unique en son genre, qui prend des décisions qui ne sont pas théoriques ou philosophiques, comme je l'entends ou comme on peut l'entendre parfois, mais des décisions très concrètes, opérationnelles, pour accroître notre efficacité collective et pour traduire cette action en résultat pour les populations sahéliennes. Et je crois, et j'insiste là-dessus, parce qu'il y a urgence, malheureusement, et vous le savez, des drames frappent tous les jours le Sahel. La situation se détériore dans de nombreux endroits, malgré des montants d'aide croissants. Donc on n'a pas le choix, il faut agir et trouver des solutions ensemble. Et je crois que le petit film que vous allez montrer maintenant montre un petit peu aussi ce qu'est l'Alliance Sahel et ses impacts sur le terrain. Tout à fait, justement, j'allais vous proposer en effet de regarder un petit film d'une durée de 3 minutes qui retrace effectivement assez bien, même plutôt très très bien, je trouve, les différents secteurs d'intervention de l'Alliance. On se retrouve tout de suite après. L'Alliance Sahel est une plateforme de coordination des bailleurs de fonds
qui soutiennent le G5 Sahel. Elle compte 14 membres et 11 observateurs. Les membres de l'Alliance Sahel financent 880 projets pour un montant total de 11,6 milliards d'euros. Les secteurs de la décentralisation et des services de base, de l'agriculture, du développement rural et de la sécurité alimentaire sont en volume les deux principaux secteurs d'intervention de l'Alliance Sahel, ce qui répond à la réalité des pays du G5 Sahel, où la majorité des habitants vivent de l'agriculture et où les services essentiels restent insuffisants dans les zones périphériques. Afin d'analyser les résultats des projets de l'Alliance Sahel après 3 ans, un partenariat avec la Chaire Sahel a été créé. Sur un total de 880 projets, les résultats de 507 projets ont été analysés. Le Sahel est l'une des régions les plus jeunes du monde. 64,5% des citoyens ont moins de 25 ans. L'Alliance Sahel soutient la création d'opportunités économiques et de formation pour les jeunes. Plus de 400 000 personnes ont bénéficié de formations professionnelles et de développement des compétences. 2 habitants sur 3 vivent de l'agriculture et de l'élevage. Pourtant, avec de faibles rendements et la perte chaque année de plus du tiers des récoltes, la production reste fragile. Près de 1,5 million d'hectares de terre ont bénéficié de techniques de gestion. Près de 3 millions de personnes ont reçu une assistance alimentaire. Plus d'un demi-million de producteurs et éleveurs ont été soutenus pour la durabilité de leurs activités. Le taux d'électrification dans l'ensemble des pays du G5 Sahel est de 26%. Il est 3 fois inférieur à la moyenne mondiale. Pourtant, la région du Sahel dispose d'un énorme potentiel en énergie renouvelable. Plus de 500 000 personnes ont bénéficié d'un accès électrique amélioré. Avec les États et l'appui de la société civile, l'Alliance Sahel contribue à renforcer le contrat social à chaque échelon des territoires. Plus de 2300 magistrats, juges, avocats et greffiers ont reçu une formation. Plus de 2200 organisations de la société civile ont reçu en appui des partenaires de l'Alliance Sahel. Améliorer les soins de santé, l'accès à l'eau potable et à la protection sociale accélère le développement. 520 structures médicales ont été soutenues. 7% des habitants du G5 Sahel ont vu leur accès à l'eau potable s'améliorer. Ces résultats nous incitent à faire toujours mieux et davantage pour les populations en étroit partenariat avec le G5 Sahel. Nous sommes de retour en plateau. Alors, Monsieur Hayes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du petit film que nous venons de regarder? Alors, ce film, en fait, Sandrine, il montre 2 choses. D'abord, l'Alliance Sahel, c'est des chiffres. C'est le doublement du nombre de projets financés entre 2017 et 2019, donc en 3 ans. C'est le doublement des montants engagés, puisqu'on était à 7,3 milliards d'euros en 2017. En 2019, on était à plus de 17 milliards. C'est le doublement aussi des taux de décaissement qui sont observés chaque année. Et derrière ces chiffres, et c'est peut-être sans doute surtout le plus important, l'Alliance Sahel, c'est des impacts. Et c'est ce qu'on vient de voir ensemble dans le petit film qui a été diffusé. C'est 420 000 jeunes qui ont pu bénéficier d'une formation professionnelle. C'est un demi-million de paysans et d'éleveurs qui ont été appuyés. C'est 550 000 personnes qui ont eu un accès à l'électricité grâce aux projets financés par nos membres. C'est 1,6 million de personnes qui ont eu accès à l'assainissement. C'est encore 5,6 millions de personnes qui ont eu accès à l'eau potable. 3 millions d'enfants vaccinés, 2200 organisations de la société civile qui ont été soutenues, et je pourrais continuer à multiplier les exemples que vous retrouverez dans le rapport dont on va parler dans un instant. Mais l'Alliance Sahel, ce ne sont pas que des chiffres, ce n'est pas que du quantitatif, c'est aussi du qualitatif. Et là, je vous concède que c'est plus difficile à mesurer
et donc à démontrer. Alors justement, pardonnez-moi, comment fonctionnez-vous pour aboutir à ce sort? Déjà, c'est très satisfaisant. Les chiffres que vous annoncez sont assez éloquents, je trouve, pour 3 ans d'activité en tout cas. Donc bravo à vous. Merci. Et donc comment fonctionnez-vous? En Expliquez-moi un petit peu. En fait, l'Alliance Sahel, si vous voulez, vous pouvez la voir comme une couche supplémentaire au millefeuille des acteurs qui interviennent au Sahel, donc une couche qui rajoute de la confusion et de la complexité à une situation qui malheureusement n'en manque pas. Ça, c'est la vision négative. Et puis, vous pouvez aussi la voir, et c'est comme ça que je souhaite la voir, et la montrer comme un effort sans précédent de toutes les bonnes volontés qui veulent faire en sorte que la situation s'améliore au Sahel, de coordonner, de concentrer, de mettre en cohérence les efforts pour accroître notre efficacité collective sur le terrain. Et c'est pas simple, ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est pas simple de se mettre d'accord entre nous, puis avec nos partenaires, sur ce qui doit être fait, comment, où, selon quelles règles, quelles modalités, en parlant d'une seule voix. Chaque institution, chaque organisation, chacun de nos membres a ses règles, ses procédures, doit rendre compte à ceux qui l'ont mandaté, et donc ça va pas de soi de partager l'information, de se coordonner, de s'adapter et d'adopter des modalités d'intervention communes. Et pourtant, pour nos partenaires du G5, pour la réussite des projets que l'on finance, c'est absolument essentiel. Et c'est ce que je voudrais dire vraiment, et s'il y a peut-être une chose à retenir dans mon propos, c'est ça, l'Alliance Sahel, c'est faire plus, bien sûr, mais c'est aussi et surtout, et peut-être encore davantage, faire mieux. Mais ça viendra, c'est pas fini. Alors ça passe par évidemment plusieurs choses. D'abord un partenariat renforcé avec le G5. On en parlera, oui, effectivement. Voilà, puisque c'est les préoccupations de nos partenaires constituent le cadre et le fondement de nos interventions. Ça passe par un cadre de dialogue politique renouvelé, parce qu'on est redevables les uns envers les autres sur ce qui est fait, et on doit suivre les résultats ensemble. Ça passe par une concentration des efforts sur des thèmes, des secteurs prioritaires, mais aussi des zones prioritaires. Et ça passe aussi par des approches et des modalités d'intervention innovantes, renouvelées, adaptées aux contraintes et aux spécificités de chaque contexte local, pour ne pas faire comme d'habitude, pour ne pas faire comme avant, et pour ne pas répéter ce qui n'a pas marché. Donc c'est tout ça, l'Alliance Sahel, c'est à la fois des résultats quantitatifs et qualitatifs, et c'est ce que montre ce rapport que je vais montrer à la caméra, sûr, donc voilà, qui existe en version, donc je crois qu'il faut que je me tourne ici, en version anglaise et en version, alors je vois pas la version anglaise, mais elle doit être à côté, en tout cas ça c'est la version française, que vous trouverez également bien sûr sur le site de l'Alliance Sahel, dans une version interactive, donc alliancesahel.org. Et j'incite chacun à prendre la peine et le temps de lire ce rapport, d'abord parce qu'il a été élaboré assez rigoureusement, et je voudrais vraiment remercier le directeur de la chaire Sahel qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, mais aussi parce qu'il se veut très illustratif, très parlant, très concret sur les impacts dont je parlais et sur les approches qu'on essaye ensemble de promouvoir. Encore une fois, Sandrine, ne vous trompez pas, il ne s'agit pas de s'auto-congratuler ou de se féliciter dans un contexte où, comme je le rappelais, des drames frappent tous les jours le Sahel, encore hier au Niger, où des centaines de milliers d'élèves ne peuvent pas aller à l'école dans des zones particulièrement affectées, où des millions de personnes ont été déplacées ou sont menacées de malnutrition. Donc, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de dire, de rappeler, j'insiste là-dessus, que le Sahel, c'est aussi un potentiel immense en termes de ressources naturelles, humaines, et que les histoires de développement, ce sont aussi des belles histoires à raconter, l'histoire d'hommes et de femmes dont les conditions de vie et les perspectives d'avenir ont été significativement améliorées à travers les projets que nous finançons. Donc c'est les histoires que racontent ces histoires, ce sont les histoires que racontent nos bénéficiaires, nos partenaires. On verra tout à l'heure quelques témoignages assez marquants de ça. Et puis ce sont aussi les histoires que raconte ce rapport que je montrais à l'instant, à travers des projets emblématiques, par exemple au Mali, sur le retour des services essentiels dans le centre et le nord du Mali, au Tchad, sur l'appui à l'agriculture et à l'accès à l'eau dans le bassin du lac Tchad, à la lutte contre les violences basées sur le genre en Mauritanie, ou encore au Niger, l'appui à la formation et à l'insertion professionnelle. Et laissez-moi dire un dernier mot et conclure, voilà. Et conclure là-dessus. Je voudrais vraiment insister, c'est important, sur l'importance des projets et des programmes en direction de la jeunesse sahélienne. Je le disais tout à l'heure, le Sahel a un potentiel immense, notamment en termes humains. La population du Sahel est très jeune, 65% ont moins de 25 ans, 65% des gens dans le G5 ont moins de 25 ans. Vous connaissez sans doute la célèbre phrase de Victor Hugo,
ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Oui. Et je crois que c'est vraiment essentiel de donner, ou plutôt de redonner espoir et confiance à cette jeunesse. Et c'est pour ça que la Mauritanie a fait de la jeunesse une préoccupation centrale de la présidence du G5. Et c'est aussi pour ça que nous, collectivement, Alliance Sahel, nous devons faire plus et mieux en direction de la jeunesse sahélienne. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Hayes, pour votre intervention. De toute manière, nous allons balayer un certain Merci, nombre de Sandrine. points avec nos différents intervenants. Vous restez bien évidemment avec moi en plateau. Voilà, mais je cède tout de suite la parole à Monsieur Ousmane Mamadou Kane, ministre mauritanien des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, président en exercice du Conseil des ministres du G5, pour donc voir avec lui entre guillemets les réalisations de la présidence mauritanienne qui cédera, et oui ça va très vite, dès février prochain sa place au Tchad. Voilà. Bonjour Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes bien avec nous? Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour madame, j'espère que vous m'entendez. Parfaitement. Enchantée, ravie. Je vais vous laisser la parole, Monsieur Kane. J'imagine que vous avez un certain nombre de choses à nous dire et que vous voulez vous exprimer librement. Je vous poserai peut-être une ou deux questions à la fin de votre allocution, pardonnez-moi, je bafouille. Mais en tout cas, nous vous écoutons avec grand intérêt. Je vous remercie madame. Madame la ministre, présidente de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel, Monsieur le secrétaire exécutif du G5 Sahel, Monsieur le représentant spécial pour le Sahel de l'Union européenne, Monsieur le chef de l'unité de coordination de l'Alliance Sahel, Monsieur le directeur de la chaire Sahel de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de faire l'honneur de cette première intervention à la présidence du Conseil des ministres du Sahel. Je suis heureux de commencer par féliciter l'Alliance Sahel, ses membres et son unité de coordination à l'occasion du lancement du rapport de résultats marquant les 3 ans de l'Alliance Sahel. Le G5 Sahel se félicite des avancées importantes déjà réalisées dans le cadre de notre partenariat. Il demeure confiant quant aux perspectives prometteuses de ce partenariat grâce à la pertinence des orientations et des objectifs définis par la présidence de l'Assemblée générale de l'Alliance. Ils sont en effet basés sur une approche intégrée du développement, favorisant la résilience, l'accès aux services sociaux de base, le renforcement institutionnel et la promotion du genre. Mesdames et Messieurs, à quelques jours du passage du témoin de la présidence du G5 Sahel au Tchad, à l'occasion de la prochaine conférence des chefs d'État du G5 Sahel prévue en février à N'Djamena, il me plaît de revenir sur quelques réalisations de la présidence mauritanienne dans le domaine du leadership politique et diplomatique, ainsi que dans le domaine du développement. La présidence en exercice assure avant tout une fonction d'impulsion politique. À ce titre, la présidence du G5 Sahel a organisé plusieurs rencontres internationales au niveau des chefs d'État et plus d'une dizaine de réunions ministérielles. Cela a permis, notamment, de mener un intense plaidoyer pour l'annulation de la dette des pays du G5, pour lutter contre l'impact de la crise sanitaire de la COVID-19 et pour un soutien accru en matière de développement. À ce propos, je voudrais saisir l'occasion pour souligner que le moratoire du service de la dette, initié par le G20 en avril 2020 et renouvelé en octobre dernier, a permis aux États bénéficiaires de mieux faire face aux effets économiques et sociaux de la pandémie de la COVID-19. Il demeure cependant insuffisant, sans un traitement durable de ce fardeau. C'est pour cette raison que nous plaidons pour son annulation. Par ailleurs, au cours de l'année écoulée, le G5 Sahel s'est doté d'un cadre d'engagement politique renforcé avec l'adoption et le démarrage du cadre d'action prioritaire intégré, CAPI, et le lancement de la coalition pour le Sahel. La présidence en exercice aura résolument soutenu le processus du lancement et de la mise en place de la coalition, avec la récente désignation d'un haut représentant pour la coalition. Par ailleurs, la réforme organisationnelle du secrétaire exécutif du G5 a été menée pour renforcer la performance de notre jeune organisation. Mesdames et Messieurs,
S'agissant du développement, le G5 Sahel a poursuivi 3 objectifs dans le domaine de la résilience et des infrastructures. L'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, l'autonomisation des populations dans les zones d'insécurité et le raffermissement de l'intégration régionale. Des objectifs certes ambitieux, surtout pour le temps d'une présidence. Mais nos projets sont heureusement soutenus financièrement par les membres de l'Alliance Sahel. Je saisis cette occasion pour les en remercier vivement. Au titre des initiatives abouties, nous pouvons citer l'Alliance et le G5 Sahel ont œuvré au démarrage de 18 projets sur 21 du programme de développement d'urgence, PDU, dans les secteurs prioritaires de la résilience, de l'eau et de la cohésion sociale. Dans le cadre du CAPI, nous avons contribué au renforcement des systèmes d'alimentation et de nutrition des populations vulnérables. Cette action a bénéficié d'un financement de la BAD pour la lutte contre la COVID-19 de 21,9 millions de dollars. Nous envisageons le lancement d'une autre opération de soutien, la résilience des jeunes entrepreneurs, avec un financement supplémentaire de 4 millions de dollars. Le projet d'aménagement territorial intégré, PATI, dans le fuseau centre, est bien engagé sur un financement de 16 millions d'euros de l'UEMOA et du G5 Sahel. Par ailleurs, le projet Urgence et développement rural au Sahel, en cours de démarrage, bénéficie d'un financement de FIDA de 180 millions de dollars pour les pays du G5 et du Sénégal. Enfin, l'intégration régionale se poursuit avec la mise en œuvre de l'accord pour la suppression des frais d'itinérance, roaming, avec le financement par la BADEA et le FADES des projets de tronçons routiers et avec la finalisation de l'étude de faisabilité du projet de chemin de fer. Je vais citer quelques exemples de réalisations tirées du bilan de la présidence mauritanienne qui sera partagé avec vous et rendu public à la faveur du prochain sommet des chefs d'État à N'Djamena. Il ne vous aura pas échappé que j'ai volontairement éludé le bilan sécuritaire du reste positif durant l'année 2020 pour rester dans le thème principal de notre rencontre, à savoir la problématique du développement. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'aborder maintenant notre relation de partenariat et de formuler quelques attentes vis-à-vis de l'Alliance Sahel. Tout d'abord, la mobilisation et la coordination de l'ensemble des acteurs pour accroître l'efficacité de l'aide au développement constitue un véritable défi. J'estime que l'Alliance Sahel et les pays du G5 Sahel ont la responsabilité et le devoir de surmonter tous les obstacles d'ordre administratif et organisationnel en vue d'accélérer la formulation et la mise en œuvre des projets de développement indispensables à la survie quotidienne des populations, notamment rurales, très vulnérables du Sahel. À ce propos, nous nous félicitons des avancées enregistrées par le PDU, programme emblématique de la coopération entre le G5 Sahel et l'Alliance Sahel. Cependant, au regard du taux de décaissement plutôt faible, nous souhaitons qu'un effort particulier soit porté pour accélérer l'exécution de cet important portefeuille de projets. Bien entendu, cela demande également le renforcement des capacités des acteurs des États du G5 Sahel au sein des ministères sectoriels et des collectivités locales pour accompagner l'action de l'Alliance. Enfin, la présidence tchadienne, pour sa part, entend revitaliser le programme d'investissement prioritaire à travers son actualisation et plaider pour la poursuite de l'exécution des projets du CAPI. Nous fondons à cet égard beaucoup d'espoir sur le partenariat avec l'Alliance Sahel. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Nous sommes donc de retour en plateau. Nous avons pris visiblement un petit peu de retard, mais c'était, ma foi, fort intéressant. On voit déjà tout le travail qui a été accompli. Gageons que la future présidence tchadienne saura perpétuer les acquis de vos réalisations et apportera sa pierre à l'édifice. Et pour faire écho aux attentes que vous avez exprimées vis-à-vis de l'Alliance, je vous propose de céder tout de suite la parole à la ministre espagnole des Affaires étrangères de l'Union européenne, et de la coopération, présidente en exercice de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel. J'ai nommé Madame Arantxa González Laya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está en España?
Bon après-midi à tout le monde de Madrid. C'est un plaisir d'être avec vous tous. Je vais commencer, chers amis, en remerciant l'unité de coordination de l'Alliance pour avoir préparé un rapport dont la base est la redevabilité, un concept très important pour de bonnes relations entre nous tous sur les 300 de cette Alliance Sahel. 300 dans lequel l'Alliance s'est affirmée comme la principale plateforme de coordination et de concertation de la coopération internationale dans la région. Une plateforme qui vise à répondre aux défis spécifiques qui sont ceux du Sahel dans un contexte qui est très marqué par la fragilité, par l'insécurité, par l'instabilité. Cette alliance est aujourd'hui, comme nous dit le rapport, 17 milliards d'euros mobilisés, plus de 800 projets en cours, mais aussi, c'est pas simplement des projets et de la mobilisation de ressources, importante qu'elle est, mais c'est aussi une enceinte privilégiée des dialogues entre les pays du G5 Sahel et ses États membres. Donc, c'est à la fois un mécanisme de coordination, mais c'est aussi une enceinte où on peut se parler franchement de ce que nous tous devons faire pour les succès de la région du Sahel. C'est dans le rapport qu'on peut voir aussi quelques résultats très concrets qui ont été marqués pendant ces 3 dernières années et qui ont eu un impact positif sur les populations, parce qu'à la fin de cet exercice doit aussi être un exercice de connecter les développements avec les citoyens sur le terrain. Donc, ce qu'on a vu, agriculture et élevage, pour ne citer que quelques ingrédients, plus de 1100 kilomètres de couloirs de transhumance ou de pistes à bétail qui ont été aménagés. Si on parle de la fourniture des services de base, on parle de plus de 3 millions d'enfants qui ont pu être vaccinés, 600 000 femmes qui ont pu utiliser une méthode de planification familiale. Si on parle d'énergie renouvelable, on peut dire en 3 ans, plus d'un demi-million de personnes qui ont bénéficié d'un accès électrique ou d'un accès électrique amélioré grâce au soutien des programmes de l'Alliance Sahel. Si on parle de la justice ou de l'état de droit, qui est aussi au cœur de ces efforts et surtout du lien entre développement et sécurité. Prenons l'exemple du Tchad, c'est presque 900 membres des institutions gouvernementales qui ont pu être formés à la gestion de la sécurité et des frontières, à la prévention de conflits et aussi à la protection des civils. Si on parle de l'égalité des genres, important, égalité entre hommes et femmes, ingrédient aussi nécessaire pour faire avancer nos sociétés, une sensibilisation de plus de 4 millions de personnes aux questions de mariage précoce, santé reproductive, santé maternelle ou infantile. C'est quelques exemples. Comme je pourrais citer aussi dans la création d'emplois pour la jeunesse, presque 400 000 personnes jeunes, qui ont pu bénéficier des formations professionnelles ou de l'amélioration de compétences. Je voulais marquer ces quelques résultats que j'ai pu extraire de ces beaux rapports parce que je trouve que ça montre bien pourquoi cette alliance vaut la peine, pourquoi il faut continuer à investir dans l'Alliance Sahel, mais aussi pour, à partir de la lecture de ces rapports, imaginer quelques pistes où on pourrait améliorer ou aller de l'avant dans ce sens de redevabilité qui est à la base du rapport. Donc, je crois que quelques initiatives sont déjà en cours, quelques décisions qui ont été prises lors de la première assemblée générale en février de l'année passée. Par exemple, c'est focalisé en priorité pour l'action en zone fragile à travers une approche territoriale intégrée, d'approfondir
les dialogues avec les G5 sur des réformes des politiques publiques. Il y a des pistes de réflexion pour l'avenir dont il faut encore continuer à travailler. C'est, à mon avis, dans la consolidation, dans l'efficacité et aussi dans la rapidité dans les déploiements de ces fonds et donc dans les déploiements de nos moyens dans les projets qui sont en cours. Aussi, une meilleure adaptation aux évolutions des situations et notamment de la capacité de répondre à de nouveaux défis et surtout cette nécessité de se focaliser aussi sur des zones qui sont plus fragiles, d'une fragilité spécifique. Donc, Madame la modératrice, juste pour vous dire, je trouve que pour avoir visité quelques-uns de ces projets lors de voyages dans tous les pays de G5 Sahel que j'ai pu entreprendre dans les derniers mois, et sur la base de ces rapports, je crois que nous avons de bonnes pistes pour le futur, des pistes qu'on voudrait approfondir lors de la 2e Assemblée générale qui se tiendra en marge du prochain sommet du G5. Lors du passage de la présidence de la Mauritanie au Tchad. Ouais. Et ensuite, juste pour vous dire, vous pouvez continuer à compter sur l'Espagne et sur moi-même pour continuer à faire les plaidoyers et investir dans cette alliance pour des résultats concrets pour les Sahel. Merci beaucoup et au plaisir de continuer ces voyages ensemble. Merci beaucoup à vous, Madame la Ministre. Je crois malheureusement, en plus, que vous devez malheureusement nous quitter pour cause d'impératifs liés à votre agenda. Voilà, mais je crois également savoir que vous serez remplacée par Madame Cristina Díaz Fernández-Gil, directrice de la coopération avec l'Afrique et l'Asie, sous l'organisation AECID. Voilà, pour illustrer en tout cas vos propos, en tout cas, et les propos que nous venons d'entendre, on va accueillir maintenant Monsieur Timbala Thomas Awadogo, secrétaire permanent de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande au Burkina Faso. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit reportage sur le PRAPS, le programme régional d'accès à la prévention et aux soins. An ye ko nin a daminɛ an ma ta ni sɛbɛ ye fo an ka mɔgɔ ma taa filɛ fo an yɛrɛ ka segin ka taa an ta ni sɛbɛ ye ka kɛ mɔgɔ ma ɲɔgɔn ye n kɔni ka laɲini y'o ye ni n kɔntinna baara nin fɛ k'a ta ni sɛbɛ ye n bɛ se ka n jɔyɔrɔ ta. N y'a don sagaso kun cini no mais n'an bɔra sisan an bɛna don sanji le la n y'o balo mɔgɔw nana na o kɔ n yɛrɛ y'a ye o ye dɔɔnin kɛ o cɛ ka ɲi dɔɔnin n fana n y'o feere n y'a don machine na n bɛ yanni n ka débrouiller ka so dilan machine fana ale bɛ fisaya dɔɔnin n bɛ se k'ale feere ka commencer ka saga ninnu ladon kura ye tuguni a dira n ma an k'a labaara an ka nafa sɔrɔ olu fana dɛmɛbaga jɛkuru olu fana ka kunkɔrɔta sɔrɔ mais n'an y'a dun ni warijɛ taara ka d'an ma n'an y'a dun bon an bɛ wɔɔrɔ ma sisan na 7 de bɛ biri bon an kɔni an bɛ maaw sumani ka litiri 80 litiri 90 an b'olu ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min tun bɛ yen gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ wula fɛ an bɛ ka nɔnɔ tun bɛ biri wula fɛ bon i b'a sɔrɔ problème tun b'a la tanki tun t'an bolo donc nɔnɔ marali tun ka gɛlɛn munna waati dɔ yɛrɛ bɛ kɛ nɔnɔ bɛ jɔ an bolo nɔnɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ an b'a cɛ ka bɔn hali n'an delila ka 600 litiri bɔn nɔnɔ la ka sanni prasi ka na mais bi u n'a ni kɛ minɛn caman ye donc nɔnɔ tɛ bɔn tuguni donc vraiment content m'en a kosɛbɛ prasi nani yɛrɛ ale ye courage ba yɛrɛ di ne ma na pour que fo ne yɛrɛ ka se ka denw minɛ n tɛ fɔlɔ ne ni baarakɛlaw de tun b'a kɛ mais prasi nani ka moto ni fɛnw di ne ka balo sɔrɔli ni fɛnw ne y'a ye nafa min b'a la. N bɛ nɔnɔ bayɛlɛma k'a kɛ yawuru ye n bɛ se ka nɔnɔ bayɛlɛma k'a kɛ fɛnɛ ye
On bɛ se k'a bayɛlɛma fana k'a kɛ su kelen ye n'an k'o ma ko lait caillé non seulement nɔnɔ lakananen don et puis fana a baara ka teli fɔlɔ an tun bɛ tile bɛɛ kɛ nɔnɔ sirili la mais sisan o tɛ yen nɔnɔ bɛ na a dan ye ka wuli ka suma de n'a wulila ka suma dɔrɔn asasɛzi b'a labɛn yɔrɔnin kelen dans quelques minutes et puis a courant tiɲɛta ka dɔgɔ fo k'a dama tɛmɛ courant ka fɔlɔ la courant tun bɛ tiɲɛ mais sisan o tɛ tiɲɛna tuguni tiɲɛ na nɔnɔ baara in ye nafaba de lase ne ma bi bi in na n ka denmisɛnninw n'u wulila au lieu que u ka taa fɔ k'u bɛ taa nɔnɔmugu ni fɛnw san ne yɛrɛ bɛ nɔnɔ bayɛlɛma k'a ja n'i ye yaourt d'u ma u bɛɛ bɛ content. Nous sommes donc de retour en plateau. Je vais donc accueillir Monsieur Sawadogo. Monsieur Sawadogo, êtes-vous parmi nous? Oui, bonjour. Bien sûr, madame. Bonjour à vous. Bonjour, Voilà. bonjour madame, bonjour mesdames et messieurs, bonjour messieurs les excellences. Je prends la parole au Oui, alors justement, je crois savoir que vous vouliez nous présenter succinctement votre organisation, mais surtout, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est que, comme nous le venons de voir, c'est ce que le PRAPS apporte aux populations, en fait, des différents pays du Sahel. Effectivement, je commence par ça. Je voudrais dire que, d'abord montrer que l'importance de l'élevage dans l'économie des pays du Sahel. Tous les pays du Sahel pratiquent l'élevage et généralement, ils représentent un fort pourcentage dans le PIB agricole. Alors, donc, l'élevage au niveau de la production constitue considérablement un apport dans nos économies de la sous-région, et notamment celle du Sahel. Donc, c'est un important moyen de lutte contre la pauvreté et le chômage, également l'insécurité et le chômage. Donc, mais un certain nombre d'actions sont menées par le PRAPS, qui est soutenu par la Banque mondiale, pour pouvoir aider au développement de l'élevage en Afrique et dans le Sahel. Le PRAPS, c'est Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Donc, comme vient de le montrer le film, le PRAPS apporte une très grande contribution à l'élevage à travers des actions telles qu'on l'a vu tout à l'heure, qui se déroulaient au Mali, mais qui apportent des soutiens à des femmes, à des gens, notamment dans des domaines importants. La production du lait, tout le monde sait qu'en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, le lait est surtout importé. Donc des actions, des petites actions, mais de grande portée, sont effectuées par le PRAPS et grâce au soutien que la Banque mondiale apporte à travers certainement le PRAPS, nous les acteurs, nous bénéficions de beaucoup de choses. C'est une enveloppe de plus de 248 millions de dollars, soit une bagatelle de 124 millions de francs CFA, que la Banque mondiale a apporté au PRAPS, qui doit durer 6 ans, et dont la fin arrive bientôt, en 2021. Alors, donc, l'importance de ces contributions-là montre qu'on conduit un certain nombre d'actions qu'on peut citer. Tout à l'heure, on a vu ce qui est apporté aux femmes, mais oui, également, il y a beaucoup d'autres choses que le PRAPS fait au profit des acteurs de la filière bétail-viande, notamment le développement de l'élevage. Alors, on peut citer pêle-mêle, hein, je ne veux pas rentrer dans les détails compte tenu du temps, mais il y a les pistes à bétail. Je crois que tout à l'heure, madame en a parlé.
il y a les pistes à bétail, il y a des points d'eau, il y a les marchés à bétail, il y a la vaccination, aussi des formations qui sont données aux acteurs. Donc ça, c'est les points positifs du PRAPS. Hein. Pardonnez-moi, Monsieur Sawadogo, je vous coupe la parole, mais c'est ce qu'apporte vraiment le PRAPS. Donc des formations, des vaccinations, des soins pour les animaux, etc. C'est ça, si on doit résumer un petit peu le programme, si je ne m'abuse. Bon, c'est pour dire essentiellement les principales activités que le PRAPS mène directement au profit des acteurs. Mais il n'y a pas que ce que vous avez cité, parce qu'il il agit aussi pour le développement du commerce du bétail dans la sous-région, également par des appuis aux OP. Les OP, c'est les organisations de producteurs, soit nationaux ou bien même sous-régionaux. Et nous sommes une OP sous-régionale. Donc, le PRAPS intervient beaucoup en faveur de ces acteurs-là. Mais comme vous le savez, bien sûr, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. La preuve, c'est qu'il y a de nombreux éleveurs qui vivent dans des conditions très difficiles, mais c'est lié à plusieurs contraintes qui ne sont pas forcément liées aux activités humaines. Par exemple, les questions climatiques. Les gens, on a vu des images de sécheresse, des images d'inondations qui emportent des animaux. Bon, c'est des conditions qui contribuent à dégrader. Mais il y a aussi des entraves à la mobilité. Vous savez que l'élevage est à dominance de transhumants, donc extensif, mais il y a souvent des difficultés dans la mobilité liées à des interdictions de passer par ici ou qui créent des conflits meurtriers souvent avec les agriculteurs pour le partage de ressources. Donc, tout ça fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir développer l'élevage. Et nous pensons que le PRAPS, qui est en train de finir et dont une deuxième phase est en cours de rédaction, tiendra compte pour pouvoir améliorer la condition des éleveurs. Donc, pour cela, nous, au niveau de nos organisations, nous pensons qu'il faut coordonner les efforts au niveau de la Banque mondiale, de l'Alliance et Banque mondiale, pour moi, c'est la même chose, et les pays, les États qui ont une obligation d'apporter 10% du budget destiné à l'agriculture, à l'élevage. 10% de leur budget national doit revenir à l'agriculture grand A et dedans, 10% doit revenir, 30% doivent revenir à l'élevage. Malheureusement, si les pays mettaient ces moyens en complément de ce que les organisations et les partenaires, Alliance et Banque mondiale apportent, je pense qu'on aurait développé considérablement l'élevage dans notre sous-région. Également, on sait bien pardonnez-moi, Monsieur Sawadogo, je vais être obligée de vous couper la parole sans me montrer mal poli. On l'a vu à travers effectivement le film que nous avons regardé. Vous l'avez dit vous-même. Voilà, on voit que le PRAPS apporte un certain nombre de choses assez positives et conséquentes pour la population. Et en fait, je trouve que il illustre aussi parfaitement les efforts de l'Alliance Sahel pour faire connaître aussi davantage et rendre visibles ces actions auprès notamment de la population des pays du Sahel, mais aussi du monde entier. Hein, voilà. Et justement, je voulais, si vous me le permettez et sans vous faire offense, pour mieux comprendre ce concept de redevabilité, me tourner vers Monsieur le Premier ministre Tertius Zongo, qui est également le directeur de la chaîne Sahel. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour, madame. Voilà, nous nous entendons, tout va bien. Alors, est-ce que vous pouvez éventuellement nous expliquer le principe de la redevabilité, à moi surtout, la profane que je suis? Non, je voudrais peut-être, avant d'aborder le sujet, remercier le chef de l'unité de coordination pour
l'excellent rapport qui nous est fourni, mais surtout pour cette occasion de partage qui nous réunit. Alors, il m'a été demandé de parler un peu de la redevabilité, les enjeux, les fondements, les modalités de mise en œuvre, mais quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées. Premier point, la redevabilité, le fondement. Pourquoi la redevabilité? Alors, chacun de nous ici, s'il y a une chose que nous partageons le plus, c'est que la situation sécuritaire dans les pays du Sahel est très préoccupante. Et cette situation s'est dégradée en même temps que nous notons que les défis de développement restent très importants, malgré des politiques publiques qui ont été mises en œuvre, des politiques publiques qui ont été accompagnées par les partenaires au développement. Il s'ensuit que la recherche de la plus grande efficacité de nos actions, qui n'est pas quelque chose de nouveau, on l'a toujours recherché, mais cet élément aujourd'hui prend un sens tout à fait particulier dans un contexte qui est celui que nous vivons, mais il demande une meilleure collaboration possible entre nous tous. Et quand je parle de la collaboration, c'est les pays sahéliens, ce sont les partenaires au développement, ce sont les populations, c'est la société civile et j'en passe. Et le maître mot aujourd'hui devient par conséquent la coordination. Comment faire pour coordonner au mieux nos actions, ce qui signifie comment faire pour mieux les programmer, pour mieux les suivre, les analyser et rendre compte aux principaux intéressés, sinon on ne peut pas parler d'impact. Alors, la redevabilité, c'est donc ça. Coordonner, mettre en œuvre, rendre compte. Et la redevabilité appelle aussi une qualité. Et cette qualité demande que nous puissions, au niveau de tous les acteurs, apporter des réponses pertinentes qui sont pertinentes aux enjeux que nous vivons. Et je vais insister sur le fait que le concept de la redevabilité ne s'applique pas simplement comme quelquefois on l'a fait croire aux bailleurs de fonds vis-à-vis de leur gouvernement, vis-à-vis de leur opinion publique et vis-à-vis de leur parlement. Mais la redevabilité, elle va aussi plus loin. Elle s'applique aussi vis-à-vis des populations qui sont concernées par les actions des bailleurs de fonds. Et je crois que c'est tout l'objet de l'excellent rapport qui nous est offert aujourd'hui par l'Alliance. Cette redevabilité, je dois dire, vis-à-vis des populations bénéficiaires, elle me semble être quelque chose de primordial. Parce qu'une des manifestations de la pauvreté réside dans ce sentiment de marginalisation des individus les plus vulnérables, c'est-à-dire leur exclusion des décisions qui sont censées présider à leur destinée. Alors, une fois qu'on a dit cela sur la redevabilité, il faut se poser la question, oui, c'est très bon ce qui a été dit, mais comment on le fait? Quelles sont les modalités de mise en œuvre de cette redevabilité? Je vais aller rapidement sur 3 petits points. Le premier point, c'est la redevabilité par les bailleurs de fonds eux-mêmes. C'est un aspect qui me semble assez important. Et à ce niveau, l'Alliance a défini sa matrice de redevabilité il y a 3 ans. Et l'exercice auquel l'Alliance s'est livrée et qui nous est présenté aujourd'hui a consisté à remplir une matrice à partir des résultats obtenus par les projets sur le terrain. Cet exercice est louable, il est même indispensable. Et je suis particulièrement heureux que la chaire Sahel ait pu être étroitement associée. Mais concrètement, il s'est agi dans un premier temps pour les équipes de la chaire Sahel d'aider l'Alliance à définir des valeurs cibles de sa matrice de redevabilité en s'assurant que celle-ci soit en adéquation avec les indicateurs de suivi des pays du G5 Sahel. Il a fallu ensuite élaborer une méthodologie rigoureuse en vue d'agréger les résultats obtenus au niveau de chaque projet et ainsi donner une idée globale de l'action des membres de l'Alliance. 2 points sont importants à ce niveau. Le premier point, il faut partir des cadres nationaux. Il ne faut pas venir se substituer au pays.
et l'Alliance Sahel est partie des cadres nationaux. Le deuxième point, c'est qu'il faut renforcer ces cadres. Il est clair qu'on peut les améliorer. Mais le dernier point, il faut permettre au pays de s'approprier les cadres et qui deviennent quelque chose de courant dans leurs actions de tous les jours. Après les partenaires, il y a les gouvernements et les acteurs locaux. La volonté partagée d'assurer une redevabilité de qualité se heurte quelquefois à un ensemble de facteurs contraignants. Des problèmes de coordination entre les parties prenantes sur le terrain, que ce soit les ministères, que ce soit au niveau des collectivités. Des problèmes aussi de dialogue insuffisant entre les acteurs de terrain qui ne se comprennent pas toujours, mais aussi, il faut le reconnaître, des problèmes liés à la faiblesse aussi des institutions locales. Cela s'est traduit pour notre exercice par une remontée d'informations encore partielle, une hétérogénéité des données qui ont été collectées et qui ont rendu quelquefois difficile l'agrégation. Nous avons eu aussi quelquefois des cadres de résultats des projets qui étaient encore trop peu alignés avec le cadre qu'a souhaité l'Alliance. Mais je dois dire que malgré ces difficultés qu'on rencontre malheureusement pour des exercices de ce genre, le travail que l'Alliance nous présente aujourd'hui offre une analyse détaillée des priorités des pays du G5 Sahel et l'évolution des indicateurs nationaux. Et l'exercice de collecte et d'agrégation des données, qui a été un travail de fourmi, a pu être effectué sur 507 projets qui représentent à peu près 10 milliards d'euros d'engagement. Et je dois dire que l'Alliance dispose désormais d'un suivi, d'un cadre de suivi des résultats, mais des résultats établis pour l'instant sur la base de 22 indicateurs des projets qui ont pu être agrégés et qui permettent, et pour moi c'est l'élément le plus important, de chiffrer les premiers impacts. Parce que lorsqu'on agit, c'est pour avoir un impact. Merci. Cet exercice, somme toute encore partiel, permet de mieux percevoir l'immense travail qui a été accompli par les membres de l'Alliance Sahel pour accompagner nos pays, pour aller vers des approches qui sont beaucoup plus cohérentes, mais il montre aussi la difficulté de rendre compte dans des contextes aussi fragiles que les nôtres. L'exercice a révélé 3 problèmes essentiels. Le premier problème, c'est la mise à disposition des données. Il y a toujours des difficultés pour pouvoir récolter les données. Et lié à ce problème de mise à disposition, c'est l'harmonisation et le contrôle de la qualité des données. Le deuxième problème, c'est l'appropriation de l'outil. Il est bon d'avoir un outil de qualité, mais il faut que l'outil soit approprié par les bénéficiaires eux-mêmes. Et le troisième problème qui s'adresse aux bailleurs de fonds, aux partenaires au développement, c'est des problèmes qui sont liés à la délégation des fonds et des pots communs, en plus des cofinancements pour assurer une efficacité. Il faut que les partenaires arrivent à surpasser leurs propres règles internes. Lorsqu'ils agissent sur un projet, de vouloir toujours être au contrôle de l'argent qu'ils mettent. On doit pouvoir déléguer cet argent, ce qu'on met dans un pot commun, pour qu'il soit géré et pour que tous les problèmes soient résolus au bon moment. Mais au-delà, je reconnais, et c'est ce que je vais affirmer, que la redevabilité est beaucoup plus un enjeu de transparence et de suivi des actions de la part des bailleurs, mais aussi de leurs partenaires. Et dans ce sens, je pense qu'une bonne redevabilité doit aussi être promotrice d'initiatives indépendantes, ayant la capacité de porter un regard objectif sur les actions, mais aussi sur les flux qui sont associés. Et c'est le rôle des structures comme la Chaire Sahel, qui a été mise en place en 2018 par la FERDI, et la Chaire Sahel offre un regard sahélien et un regard indépendant, parce que nous ne sommes pas partie prenante, nous ne sommes pas gouvernement, nous ne sommes pas bailleurs de fonds. Et ce regard indépendant nous permet de regarder la mise en œuvre des différents projets et programmes sous différents angles
et de pouvoir, de façon objective, apprécier leur impact sur les populations et avoir un retour pour une amélioration des nations. Concrètement, pour le faire, la chaire Sahel produit de la connaissance en s'appuyant essentiellement sur des Sahéliens, parce que qui mieux que les Sahéliens connaît la réalité des Sahéliens et les besoins des Sahéliens. Et c'est pourquoi elle lutte contre le cloisonnement des acteurs par la mise en place d'un réseau d'experts qui sont d'horizons variés. Ce soit des chercheurs, des décideurs publics ou privés, des militaires, des diplomates, des acteurs de la société civile et j'en passe. Et cela pour permettre à tous les acteurs d'avoir la même compréhension des défis, mais aussi de réagir ensemble. Et son indépendance intellectuelle lui garantit par ailleurs l'objectivité des analyses. Et justement, Monsieur le Premier ministre, pardonnez-moi, mais on va accélérer un petit peu, si vous voulez bien, pour permettre en plus aux journalistes en fin d'émission de poser les questions. Et pour donc rebondir sur votre allocution et ce que vous venez de dire, on le sait, hein, afin de formaliser, de circonscrire le cadre de leur collaboration, d'en accroître l'impact justement et d'accélérer la mise en œuvre de projets communs, un protocole d'accord de partenariat a été justement signé en 2018 entre le secrétariat exécutif du G5 Sahel et l'unité de coordination de l'Alliance. Et justement, pour nous en parler, eh bien, j'aimerais que nous cédions la parole, comment dirais-je, à monsieur, que je ne m'abuse, monsieur Maman Sidikou, secrétaire justement exécutif du G5 Sahel. Bonjour monsieur Sidikou. Bonjour et merci. C'est toujours assez difficile de parler après le Premier ministre Tertius Zongo et après mon ministre, le président du Conseil des ministres, et y compris aussi après M. Sawadogo, parce qu'il a campé un peu ce qui se passe sur le terrain et les attentes de nos populations en particulier. Je voulais d'abord vous remercier et remercier l'Alliance Sahel pour cet exercice, pour ce partage, parce que la conférence digitale en elle-même est une première, qui se tient à un moment important de l'actualité de notre Sahel et du monde, qui révèle la nécessité réellement d'adapter notre mode opérationnel au changement que nous observons. Le président du Conseil des ministres a dit tantôt que la pandémie du Covid a donné l'opportunité à nos chefs d'État de rappeler le coût trop élevé que représente le service de la dette pour nos économies et demander son annulation. Moi, je voulais simplement dire que nous devons, à ce stade, comprendre que nous devons garantir l'implication des entreprises sahéliennes dans l'atteinte de nos résultats, par souci d'efficacité et afin de garantir la pérennité de nos interventions. Nous avons, G5 Sahel a été créé en 2014. Nous avons depuis 2016 une stratégie pour le développement et la sécurité, dont la mise en œuvre repose sur un programme d'investissement prioritaire PIP, que vous connaissez tous maintenant, dont vous avez entendu parler, composé d'un portefeuille de 40 projets structurants, près de 2 milliards d'euros, financés à 13% par nos États membres. Et la première phase, c'est entre 2019 et 2021. Donc, nous sommes là à la fin et donc l'évaluation de ce programme débute dans les prochains mois et elle nous permettra d'élaborer une deuxième phase reposant sur 2 piliers, des actions à impact rapide et une implication accrue des acteurs locaux, et c'est ce que nous avons entendu depuis tout à l'heure. Cet exercice de planification implique l'organisation de consultations avec nos partenaires ainsi qu'un programme d'investissement prioritaire consensuel tirant parti de leçons apprises et proposant des réponses pertinentes aux défis de la région. Il faut peut-être ici rappeler que les 4 priorités du PIP correspondent aux axes stratégiques de l'organisation régionale et s'articulent autour de la gouvernance, la résilience, la sécurité et les infrastructures. Et elles s'inscrivent dans les régions frontalières de l'Ouest, Mali, Mauritanie, du centre, Burkina, Niger, Mali, la fameuse région des 3 frontières, et de l'Est, Niger, Tchad, de notre espace. Maintenant, nous parlons de croissance avec la perspective d'acteurs du secteur public. Cependant, et nous le savons tous, la croissance est avant tout le fait d'entreprises auxquelles on donne la possibilité de croître, d'offrir des emplois et de payer des impôts. Le G5 Sahel, en tout cas à notre niveau, c'est que les entreprises sont incontournables pour la mise en œuvre du programme d'investissement prioritaire, en particulier pour son volet infrastructure, qui représente la moitié du financement requis.
C'est la raison pour laquelle nous avons initié un dialogue au niveau régional avec les représentants des structures faîtières du secteur privé. Cela s'est traduit notamment par la signature d'un protocole d'accord avec l'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel. La coopération donne lieu à l'application d'une déclaration de Nouakchott pour un partenariat public-privé, vecteur de stabilité et de prospérité au Sahel. Le plus important pour nous est de traduire ces discussions en actes concrets. Et cela passe autant que faire se peut par le soutien aux entreprises de la région. Et il nous semble primordial de nous assurer que nos interventions tiennent compte des compétences locales, comme je l'ai déjà entendu de la part de M. Saodogo, de la part du Premier ministre Zongo, des entreprises, des associations et des administrations concernées. Les compétences locales. 2 priorités inscrites dans notre cadre d'action prioritaire intégré, le CAPI, et qui épouse l'approche territoriale intégrée de l'Alliance, nous semble fondamentale pour cela. Financer des projets à impact rapide reposant sur l'implication du secteur privé en bonne intelligence avec les collectivités décentralisées. Je l'ai déjà aussi entendu. Ciblons une nouvelle fois, c'est notre mandat, les régions frontalières et faire en sorte que les offres d'emploi sapent le recrutement des groupes armés parmi les jeunes désœuvrés. N'oublions jamais ce nexus, cette connexion développement, sécurité, développement. Pour y parvenir, l'Alliance Sahel promeut la mise en œuvre d'outils innovants tirant parti du savoir-faire et des modes opérationnels de ses membres. Par exemple, la facilité pour le G5 Sahel qui arrive, qui est l'un d'entre eux, et dont le début est prévu pour le mois de février. Je voudrais dire à ce stade déjà, pour ne pas faire long, que qu'est-ce que le partenariat avec l'Alliance Sahel nous offre? Je dirais, nous sommes comblés car nous pouvons bénéficier de l'excellence de chacun des membres et de sa volonté de laisser son empreinte. Il est vrai que nous voulons que tout colle à nos priorités, mais il est bon que nous bâtissions sur l'avantage comparatif de nos partenaires. Prenons par exemple la France et l'Allemagne. La première met à disposition un savoir-faire hors pair dans le domaine de la souveraineté de l'État, qui va de l'administration publique au curricula de formation des forces de police et de gendarmerie. C'est indispensable. Quant à la seconde, l'Allemagne, elle excelle dans le domaine de la décentralisation qui est en ce moment pour nous un objectif majeur. Décentralisation comprise comme le moyen. Pardon, excusez-moi, monsieur Sidikou, je vois quelqu'un connecté qui ne devrait pas l'être. Est-ce que ça vous ennuie, s'il vous plaît, Voilà. Merci beaucoup. Donc, je parlais de l'Allemagne qui excelle dans le domaine de la décentralisation, qui est comprise comme le moyen de rendre les territoires prospères en mettant à leur disposition des ressources techniques, organisationnelles et financières. Je pense qu'il faut, et c'est à la suite du Premier ministre Zongo, il faut que nous penchions davantage sur cela. Je pourrais continuer ici pour chacun des membres. Non, pardonnez-moi, monsieur Sidikou, je vais être obligée de vous couper la parole. Je suis désolée, parce qu'on déborde. Si on veut laisser... Je ne veux pas à ce niveau faire le jaloux, je suis désolé. Je voudrais quand même citer un autre membre qui est important et qui est très proche de nous ici, à côté de en Mauritanie. Je parle de l'Espagne, avec laquelle nous partageons une frontière maritime. J'ai été surpris de noter la présence d'ONG espagnoles en Mauritanie, y compris l'antenne locale de Save the Children, dont le siège se trouve à Madrid. À Chinguetti, dans l'Adrar, là-haut, au nord du pays, l'hôpital de la localité est financé par l'Espagne. Il me semble donc primordial de rappeler que notre partenariat privilégie moins le volume de financement que notre complémentarité et le recours à nos avantages comparatifs. Je pourrais aussi parler de nos banques de développement, comme la Banque africaine de développement, bien entendu, qui a répondu avec rapidité aux défis inégalés du Covid pour nous soutenir. Je voudrais m'arrêter là. Je suppose qu'on pourra continuer la discussion. Vous avez des questions. Merci beaucoup. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, monsieur Sidikou. On va regarder tout de suite justement un petit film qui illustre bien vos propos sur le programme d'urgence, de développement d'urgence, pardonnez-moi. Et donc les réalisations concrètes qui ont été menées, notamment dans 2 régions de la Mauritanie où les populations, malheureusement, n'ont toujours pas accès à l'eau potable. On se retrouve tout de suite après. Merci.
شوف نتطهروا بعد هي الأولى قاع كان هشمه ونشربوا ونصقلوا الباسن واللي يبقى يعدل مشروع شو يعدل دير صدرا يا الله الثاني تم يسقيه من الخضراء تم يسقيهم تم صدرهم اللي حيوانك يشربوا. الماء عنده خطين، عندي خطين نهار على زر ونهار على زر، خارج 24 ساعة على خط وخارج 24 ساعة على خط. ما فيهم اللي يظلم إن شاء الله. تقدم من 9 في الليل إلى الساعة 6 مع الصباح 6:30 تطفى. ويبدأوا الطاقات اللي نفس الزر اللي كانت لا يتقاعد عليهم المكنين وهذا ما يشرب. أنا سميت أحيان محمد لا الصنم شو كامل. Le manque d'eau dans les villages, le premier impact, c'est l'exode. Ce qui demande beaucoup d'augmentation de la demande de l'eau dans les villes. Pour le projet ici, dans le site de Savane ici, le projet a intervenu dans le volet assainissement total piloté par la communauté et a intervenu aussi pour la construction des latrines pour les postes de santé. حسن محمد الميلون رئيس النقطة الصحية بصافني. والله عدنا من تحسيس بعد من إن شاء الله. شافوا من الناس هنا يعني امتناع. عاد ما شاء الله الناس هم عاد على دوشات مرافق عمومية. جيهم بنين هنا تيابر ناس كامل استعملهم ما عندهم مشكلة مهتمين بيهم نظافتهم كامل مالي الناس مالي ما شاء الله عاد كامل عرفت عنها رباط مهم عاد ملهجتهم لدوشات من راسهم سابهم كانوا عندنا دوشات فعلا لغاية كانت ناس كاملة معدة عليهم زحمة جينا جاونا ذوك وسعوا علينا ما شاء الله وعندنا باط ما شاء الله عدوا باط موسعين علينا عندنا وهن وحدين وعندنا قربات حامدين عليهم ولا أنا قرينا كمان وقتها ما كيف تهجعش. Voilà, nous avons pris un petit peu de retard, mais je vous propose donc de conclure maintenant avec notre dernier protagoniste. J'ai nommé Monsieur Angel Losada, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, qui va nous parler donc des défis et des perspectives de l'Union européenne. Voilà. Bonjour Monsieur Losada. Oui, bonjour et merci pour cette opportunité. Je me sens vraiment, je me réjouis vraiment d'être ici aujourd'hui parmi vous. Avec Madame la ministre des Affaires étrangères, avec Monsieur le ministre également de la Mauritanie, le directeur de la chaire Sahel, le secrétaire exécutif et tous les participants. Chers amis du Sahel, pour parler des défis et des perspectives que nous avons aujourd'hui au Sahel. 3 ans. Après 3 ans d'existence, nous pouvons constater vraiment, je crois, aujourd'hui, le travail bien fait de l'Alliance. Je crois que malgré toutes les difficultés au cours de ces années, on peut bien distinguer non seulement la valeur ajoutée, mais aussi le potentiel qu'a l'Alliance, qui dépasse sans aucun doute l'expectative d'être un simple outil de coordination. Je le disais d'ailleurs pendant le 4e comité de pilotage de l'Alliance en novembre dernier, cet anniversaire qu'aujourd'hui nous avons doit être une opportunité pour approfondir, élargir et renforcer l'Alliance
Autrement dit, pour essayer d'aller plus loin. Alors, très brièvement, 2 points, bien sûr. Quels sont les défis et quelle est la perspective? Les défis, quand je parle du Sahel, je parle toujours, et vous m'avez certainement entendu, certains d'entre vous, dans polygone de crise. C'est pratiquement l'orage parfait. Nous trouvons toutes les crises ensemble. Une crise de gouvernance économique, politique, climatique, une explosion démographique, une crise sécuritaire, bien sûr, sanitaire aujourd'hui, une crise de développement et humanitaire. Ceci, bien sûr, je crois, nous oblige à emmener un vaste effort de coordination et qui plus est de cohérence dans le cadre de ce nexus de lequel nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire le nexus humanitaire, développement et paix. L'Union européenne, d'ailleurs, qui a été la première à établir la stratégie Sahel en 2011, avant les événements du Mali, établissait déjà le nexus sécurité et développement. Aujourd'hui, on veut aller plus loin avec un nexus beaucoup plus complet et en parlant de cette approche intégrée générale qui est fondamentale. Alors certes, quels sont les défis auxquels nous allons faire? Je vais essayer de les résumer brièvement à cause du peu de temps que nous avons, mais je crois qu'il y a un défi d'efficacité, le défi de l'appropriation qui a déjà été mentionné, celui de la coordination et également la visibilité aujourd'hui même. L'efficacité, certes, nous devons assurer l'efficacité de 880 projets, comme ceci a été déjà mentionné dans le film, de l'Alliance dans la région. Bien conscient du défi, je crois que l'Alliance veut accélérer et étayer l'impact des projets par la voie de la redevabilité mutuelle qui nous a été expliqué par son Excellence Zongo. L'approche territoriale intégrée a été lancée par l'Alliance dans le dessein de concentrer les actions là où les besoins se font sentir le plus et entamer un engagement plus effectif avec nos partenaires. Nous devons trouver des éléments innovateurs, des instruments innovateurs. L'Union européenne, quand elle avait approuvé le FFU, le Fonds fiduciaire, avait trouvé cet instrument innovateur pour approuver des projets rapidement et pour que les populations perçoivent vraiment ceci. Ça, c'est quant au premier point, l'efficacité, et je crois que ces instruments, cette innovation est fondamentale et nous travaillons dans ce sens-là. Deuxième point, deuxième élément, l'appropriation. J'en parle toujours, je crois, elle est fondamentale. Et comme le secrétaire exécutif vient de le dire, le cadre d'action prioritaire intégré, le fameux CAPI, adopté par les chefs d'État du G5 lors du sommet de Nouakchott en février 2020, nous montre comment nous pouvons travailler ensemble et utiliser nos ressources tous et efficacement. Naturellement, intensifier le dialogue avec nos partenaires sur le terrain reste absolument indispensable. Lors de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel à Nouakchott, pendant la présidence de la Mauritanie, dont je félicite vraiment pour le travail qui a été fait dans les circonstances aussi difficiles, un travail vraiment très fort, les membres ont convenu d'établir un dialogue sur les réformes de politique publique dans un esprit de redevabilité mutuelle, comme ça a été dit auparavant. Et en juin 2020, le comité de pilotage a lancé un cadre de dialogue politique formel qui continue aujourd'hui, d'ailleurs, à monter en puissance. C'est dans ce même esprit, d'ailleurs, que l'Union européenne est en train aujourd'hui d'élaborer sa nouvelle stratégie, avec une stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus politique et la redevabilité mutuelle au sein même de ce débat. Troisième point, bien sûr, troisième défi, la coordination. En plus, l'Alliance, en tant que meneur de l'aide au développement Sahel, est devenue aujourd'hui, comme vous le savez, le 4e pilier de la coalition Sahel. Cette coalition va nous permettre de donner ou d'avoir, sans aucun doute, une meilleure coordination entre nous avec ces 4 piliers. Le premier pilier à court terme, lutte contre le terrorisme. Pilier 2, renforcement des capacités d'intérêt militaire. Pilier numéro 3, le retour de l'État. Et le pilier numéro 4, le développement, l'Alliance Sahel au sein même de cela. Tout ceci dans une idée de structurer le tout et d'avoir une relation entre nous. Mais attention, chaque pilier gardera toujours, bien sûr, son autonomie et sa volonté d'agir selon les États membres qui le composent. Bien sûr, maintenant, le deuxième grand point, ce sont les perspectives. Je voudrais remarquer l'adoption des nouvelles priorités conçues pour exploiter le potentiel sahélien, car je ne veux pas toujours donner une vision négative du Sahel. Au contraire, j'ai dit que c'était un polygone de crise, mais le Sahel également est une terre d'opportunités. Nous parlons d'une des régions les plus jeunes du monde,
plein de ressources naturelles et opportunités. L'éducation et l'emploi des jeunes, l'agriculture, le développement rural et la sécurité alimentaire, l'énergie, la décentralisation et l'approvisionnement des services de base, la gouvernance et la sécurité intérieure, voilà les 6 secteurs prioritaires pour l'Alliance en 2021, reliés bien sûr par 4 thématiques qui ont été mentionnées tout à l'heure, genre, jeunesse, climat et secteur privé. Et là, je reprendrai les termes de Maman Sidikou, l'importance du secteur privé, car on ne sort pas du sous-développement rien qu'avec l'aide publique. La création d'un secteur privé fort permet l'existence d'une classe moyenne, et cette classe moyenne, justement, va donner la stabilité politique et économique au pays. Toutefois, malheureusement, la réponse à la pandémie de Covid-19 va continuer à être une des priorités jusqu'à la fin de la crise. Nous faisons face non seulement, comme nous le savons tous très bien d'ailleurs, à une crise sanitaire, mais aussi à une crise économique qui peut se traduire en une crise sociale. Un autre point dans la perspective, et je finirai le plus tôt possible, par ailleurs, comme vous savez, la présidence de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel a priorisé un élément qui est très important et qui va donner une nouvelle perspective. C'est l'élargissement de l'Alliance afin d'accroître la mobilisation de la communauté internationale dans la région. L'Alliance a grandi énormément depuis sa fondation et nous devons rester ambitieux et continuer à attirer nos partenaires, comme l'a fait d'ailleurs la ministre espagnole. Notre engagement est plus important que jamais et la civilisation de la région et les processus démocratiques nationaux, tels que le malien, doivent être également accompagnés. Nous devons avoir également une vision politique, bien sûr. Et là, bien sûr, l'Assemblée générale, encore une fois, a fait une déclaration, comme vous savez, sur le processus de paix démocratique au Mali, car je le dis toujours, nous n'aurons jamais de paix au Sahel s'il n'y a pas de paix au Mali. Et ceci est important pour le développement. Pour finir, permettez-moi de remercier en premier lieu la présidence du G5, la présidence mauritanienne du G5, également la ministre espagnole pour l'énergie qu'elle a consacrée toujours au Sahel, avec les voyages qu'elle a fait pour donner cette visibilité qui est fondamentale au Sahel également, et pour l'élargissement du Sahel, pour l'élargissement de notre alliance, pour lui donner plus de force. Et je tiens tout spécialement à remercier le secrétaire de l'unité de coordination Sahel, Adrien Hay, pour l'organisation de ce fait et pour le travail qu'il a accompli dans des circonstances si difficiles et dans un moment très, très complexe. Mais cette alliance ne fait que se renforcer et je crois que nous devons nous tous nous en féliciter. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, Monsieur Losada, mais vous restez avec nous, bien évidemment. Nous allons maintenant tout de suite passer au jeu des questions-réponses de nos journalistes. Voilà, je demanderai à nos panélistes, por favor, s'il vous plaît, de répondre succinctement afin que tous les journalistes puissent poser leurs questions. Et notre collaboratrice Célia m'a fait remonter une question donc de Nathalie Gaounga. Quid des femmes? Une approche genre devrait être une priorité du G5 Sahel. Qui veut bien répondre à cette question? Je pense Sandrine, si vous me permettez, je pense qu'on pourrait donner la parole à Christina Diaz de la SIP qui pourra répondre à cette question. Si elle nous écoute, nous entend toujours. Oui, Christina. Eh bien, je ne sais pas. Madame Diaz Fernandez-Gilles, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, enchantée, bienvenue. Oui, bonsoir. J'ai pris la place de la ministre qui a dû partir dans une autre réunion. Tout à fait. Alors, toutes félicitations pour cette conférence digitale à propos de l'anniversaire de l'Alliance Sahel. Alors, pour répondre à la question des journalistes par rapport aux priorités des femmes dans l'agenda de l'Alliance Sahel et de G5. Et bien sûr, c'est une priorité qui était là depuis le début de l'Alliance Sahel et que la ministre espagnole, en tant que présidente de l'Assemblée générale, a voulu mettre en priorité de l'agenda de son mandat. Et alors, ça, c'est une question prioritaire pour le Sahel, pour les G5, et je pense que c'est une question prioritaire pour tout le monde. Et nous, au niveau de la politique extérieure de l'Espagne, on a placé une politique extérieure féministe
comme priorité de notre politique étrangère. Alors, en partant de cette prémisse, on soutient toutes les actions qui vont appuyer les actions et la position de la femme. Il s'agit d'abord de permettre aux femmes de participer au processus de décision politique, économique et sociale. Et cette année, l'année passée, on a fêté le 20e anniversaire de la résolution 1325, Femmes, paix et sécurité, qui au Sahel a une grande relevance. À propos de cet anniversaire, l'Alliance Sahel a fait une déclaration pour récupérer et actualiser tous les principes de cette résolution et pour donner des éléments de travail à l'Alliance Sahel pour continuer à travailler dans cet agenda. Et dans cette déclaration, on retrouve les principes de la résolution et on donne des orientations pour continuer à travailler. Et dans un contexte de fragilité et de conflit, le rôle des femmes au Sahel est crucial. Et ça devrait être un objectif que l'Alliance doit continuer à poursuivre et à appuyer à travers tous les projets. Bon, la réunion de la 10e Assemblée générale nous donnera encore l'occasion pour encore relancer cette idée ou cette priorité dans la prochaine agenda de l'Assemblée de l'Alliance Sahel pour les prochaines années. Je pourrais prendre la parole ici, s'il vous plaît? Oui, Monsieur Sidikou. Oui, merci bien. Merci beaucoup, Christina. Et je voudrais au passage d'abord saluer nos partenaires qui, avec nous, ont compris l'extrême importance capitale de ce domaine, la question du genre, en particulier la place des femmes. L'Espagne soutient, comme vous le savez, de façon très concrète, notre plateforme des femmes du 5 Sahel qui a quelques années déjà de vie et qui a maintenant un plan d'action pour s'assurer que notre stratégie développement et sécurité intègre des éléments précis, clairs, relatifs au genre. Nous en sommes là. Nous insistons beaucoup aussi sur le fait que ce n'est pas seulement en parole qu'il faut le faire, il faut aussi même dans le domaine de la sécurité voir quel rôle les femmes peuvent jouer. Et notre collège de défense y travaille, organise des réunions qu'il faut, les séminaires qu'il faut et des renforcements de capacités qu'il faut en la matière. Pour la première fois, nous avons un officier supérieur femme comme membre de l'encadrement du collège de défense du G5 Sahel. Je voulais insister là-dessus. Je voudrais aussi dire ici, parlant de notre partenaire, les États-Unis d'Amérique, l'USAID, qui nous soutient avec la présence effective d'un cadre de haut niveau qui nous aide à faire avancer les questions du genre au niveau même du secrétariat exécutif du G5 Sahel. Je voudrais vous donner, ce n'est pas une anecdote, mais il y a quelques semaines seulement, ici au sein du secrétariat exécutif du G5 Sahel, nous avons organisé un atelier réunissant les experts, le secrétaire exécutif qui était malheureusement absent, jusqu'aux chauffeurs et aux plantons, pour bien montrer qu'il est indispensable que nos maîtrises comprennent la nécessité d'intégrer la question genre dans nos actions. Cela dit, n'oubliez pas, peut-être que, si vous le permettez, Madame la modératrice, je voulais dire que nous avons un double mandat, sécurité et développement. Monsieur Sidikou, permettez-moi, vous allez vraiment m'en vouloir, mais je suis encore une fois obligée de vous couper la parole parce qu'il ne nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Il n'y a pas de problème, je voulais faire le lien. Pour pouvoir laisser aux autres le temps de s'exprimer et surtout aux journalistes de poser leurs questions. Je vous remercie infiniment en tout cas, merci beaucoup pour vos éclairages et votre participation. Je me tourne immédiatement puisque je crois savoir qu'il est en ligne avec nous, donc vers Fréjus Kenom de la Dutch Welle. Bonjour Fréjus. Bonjour Sandrine, bonjour à tous et merci pour cette présentation.
J'ai une question qui concerne les jeunes. Une question peut-être à deux personnes, par exemple à Monsieur Maman Sidikou et Monsieur Angel Losada ou Monsieur Haï aussi. Ma question est celle-ci. Quand on prend le rapport des 3 ans d'activité de l'Alliance Sahel, on remarque que les postes décentralisation et agriculture sont les principaux postes d'action ou consommateurs de budget de cette organisation. Pourtant, on a souvent rappelé dans le rapport, et ça transparaît aussi dans cette présentation, que plus de 60% de la population de cette région du Sahel est jeune. Même je crois que c'est quelque chose comme 65%. Pourquoi ne pas orienter un peu le focus sur la formation, l'employabilité des jeunes et sortir du cadre des actions qui contraignent les gens à une permanente demande de soutien, mais plutôt avec les jeunes et la formation, préparer la société, préparer la population à se prendre en charge à travers, bien sûr, les jeunes. Ça, c'est le premier volet. Monsieur Losada, en intervenant tout à l'heure, a dit que un des défis, c'est aussi l'explosion démographique, ou bien je crois c'est une des préoccupations. J'aimerais bien avoir l'avis de Monsieur Maman Sidikou. Alors, je ne sais pas, permettez-moi, Fréjus, je crois que Monsieur Hayes aimerait bien répondre justement à votre question, si vous le permettez. Ça me va, parfaitement. Oui, non, je voudrais pas prendre la parole à Monsieur Sidikou, à Monsieur Losada. Je les laisserai compléter peut-être sur le premier point, parce que je trouve que c'est une question excellente et ça fait écho aussi à la conclusion tout à l'heure de mon propos. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, l'éducation doit être au centre de nos préoccupations. Bon, d'abord dire quand même que c'est un secteur important d'intervention de l'Alliance, puisque je crois que c'est le 4e en volume. On doit être autour de 15-16%. Peut-être dire également que sur la décentralisation et l'agriculture, il y a une certaine logique. D'abord, l'agriculture, comme vous le savez aussi bien que moi, occupe aujourd'hui quasiment 2/3 de la population des pays du G5. Donc, il est assez naturel qu'il y ait beaucoup de projets dans ce domaine qui soient financés par l'Alliance. La deuxième chose, et de la même façon, vous le savez également, la question des services et des services de base, des services essentiels, que ce soit de l'eau, de l'assainissement, de la santé, sont une question cruciale au Sahel, et c'est donc normal qu'il y ait un effort particulier dans ce domaine également. Mais je suis d'accord avec vous, on a un plaidoyer à faire que j'essaye de mener comme vous l'avez vu, pour renforcer, pour démultiplier les projets en direction de la jeunesse, parce que je suis d'accord avec vous, c'est absolument crucial si on veut que la situation au Sahel s'améliore et qu'on aille vers un Sahel davantage en paix et davantage prospère. Mais je laisse la parole à Monsieur Losada ou à Monsieur Sidikou, que je salue bien chaleureusement, s'ils veulent me compléter. Oui, merci pour cette question. J'ai dit tout à l'heure, effectivement, que un des défis, c'était l'explosion démographique. Mais également, j'ai dit que l'une des grandes opportunités au Sahel, c'est la jeunesse également. Donc, je crois que nous devons voir ça à la fois comme un défi et à la fois comme une opportunité. Défi parce que si la population monte exponentiellement et la nourriture ne monte pas au même niveau, nous allons avoir un déficit sans aucun doute. Mais par contre, si nous formons, et là je reviens à votre question, si nous formons les jeunes, si les jeunes ont l'éducation, il y a des projets, dans le rapport, c'est prévu quand même tous les projets qui sont justement sur la jeunesse. Si au contraire nous formons ces jeunes pour créer justement cette masse de laquelle je parlais avec le secteur privé, non seulement avec le secteur public, mais cette masse justement, là nous allons dans le progrès et dans l'évolution pour créer la classe moyenne qui donnera, comme j'ai dit tout à l'heure, la stabilité au Sahel. Voilà l'élément que je veux dire. Mais je répète toujours, il y a une vision négative du Sahel, mais je voudrais également insister sur la vision positive et sur la vision d'opportunité que le Sahel nous offre grâce, entre autres, à sa jeunesse. Merci. Fantastique, merci beaucoup. Si vous le permettez, Fréjus, bonjour. Je suis sûr que tu pensais à moi en posant cette question. Je voulais simplement dire ceci. La présidence mauritanienne, ce n'est pas pour rien qu'elle a fait de la jeunesse le thème de sa présidence toute l'année. Non seulement dans sa dimension emploi, nécessité de donner perspective aux jeunes, parce que 65% de nos populations, mais aussi à cause de tous les dangers liés à avoir une jeunesse désœuvrée, laissée à elle-même et oubliée simplement, avec les dangers que nous savons de récupération par les forces terroristes et les forces négatives d'une façon générale.
Au G5 Sahel, et peut-être ça c'est un problème de communication que nous avons, Fréjus, il y a des programmes bien clairs qui datent déjà de quelques années. D'abord, le développement d'une stratégie jeunesse qui se base aussi sur la question de l'emploi décent, de l'éducation aussi des enfants hors école, parce que nous en avons beaucoup dans ce Sahel, heureusement. Anecdote, quand je travaillais au Nigeria sur la question, nous faisions le maximum pour que les enfants qui sont dans les écoles coraniques puissent aussi avoir accès à des formations. Et je pense que c'est un peu à ça aussi que pensait la Mauritanie en mettant en exergue la dimension idéologique et d'employabilité des jeunes dans ce programme. Mais je voulais simplement dire aussi ceci. Nous sommes tellement fixés, ce qui est tout à fait normal, sur le danger de la radicalisation de nos jeunesses, du danger du terrorisme et de son impact sur notre jeunesse, que parfois nous en faisons seulement des discours. Il est temps, à mon avis, à partir du plan d'action tiré de notre stratégie, de définir de façon précise ce que nous allons proposer comme piste, comme opportunité pour les jeunes, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils s'emploient. Et je rebondis sur la question du secteur privé. Il faut que le secteur privé aussi nous accompagne. Ce qui veut dire qu'il faut aussi que nos partenaires comprennent cela et soient avec nous, comme le fait le PNUD aujourd'hui, pour la maîtrise de ce domaine-là. Nous avons un grand projet avec l'Union africaine en la matière qui demande à être finalisé et à être vulgarisé et qu'on communique là-dessus un peu plus. Voilà ce que je peux dire. Donc, n'oublions pas quand même les différents versants de la question. L'emploi, dans l'éducation, l'emploi et la lutte aussi contre les idéologies négatives. Tout est lié en réalité. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Sidikou, pour ce complément d'information. Fréjus, est-ce que ça vous allait? Je peux passer à un autre confrère? Bien sûr. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Merci. Une autre question, Monsieur Djibrine Haïdar Kadabio, membre du comité de la rédaction de Al-Wida Info pour le Tchad. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bien sûr, je suis là. Ah, enchanté. J'ai une petite question pour vous, de savoir, avec les projets résilience et emploi au lac Tchad, 5000 personnes résidant au lac Tchad et issues de couches sociales vulnérables ont pu bénéficier de votre assistance matérielle afin de développer des activités génératrices de revenus. Avez-vous le sentiment que ces activités génératrices de revenus peuvent représenter une véritable solution socio-économique sur un long terme? Combien des activités génératrices de revenus sont encore actives? Ma deuxième question, avez-vous accompagné dans certains pays du bassin du lac Tchad, dont au Tchad, des victimes de violences terroristes par une assistance psychosociale? Près de 1000 personnes en ont bénéficié. Une grande étude de terrain réalisée en 2019 et établie par le Centre d'études de développement et de la prévention de l'extrémisme basé au Tchad a démontré l'ultime nécessité de la réinsertion des désengagés de la secte Boko Haram retournés dans la région du lac Tchad. Est-ce que votre agenda technique tient compte de cette problématique de construire des centres de réinsertion sociale? Peut-être Sandrine, je vais répondre parce que la question de monsieur que je remercie, les deux questions sont très précises. Je suis pas certain qu'on ait les éléments de réponse en plateau aujourd'hui, mais promis, on va vous répondre après la conférence. Juste pour vous dire, je pense que les préoccupations que vous exprimez, notamment sur la nécessité de la réinsertion sociale des victimes du terrorisme, est tout à fait importante. Donc j'en prends bonne note et on vous fait un retour. Hein. Désolé, mais comme c'est des questions très précises sur des projets particuliers au Tchad, je voudrais pas répondre à côté et donc on vous répondra par écrit. On note bien ces questions et on vous revient là-dessus, sauf si un panéliste en plateau est capable de répondre très précisément. Merci beaucoup. Oui, je voudrais quand même dire à monsieur, si vous le permettez, à monsieur Garabio. Voilà. Monsieur Sidikou, allez-y. Le lac Tchad, l'île lac Tchad, la frontière Niger-Tchad reste une des priorités du G5 Sahel.
J'étais moi récemment à N'Djamena, où j'étais reçu par le maréchal président Déby, et qui nous a dit, soyons aux côtés de nos populations, mais soyons aussi ambitieux. Nous ne pouvons pas nous permettre simplement de faire des tout petits projets et puis au revoir. Il y a une série de projets qui datent de 2017. Nous avons reçu mandat entre maintenant et durant toute la présidence tchadienne qui commence en février, de pouvoir avancer de façon concrète, d'aider à changer la vie des populations sur le terrain également. Le fuseau Est, comme nous l'appelons, frontière Tchad-Niger, était un peu le parent pauvre dans la mise en œuvre de nos projets. Donc, vous allez nous voir un peu plus là. Et je veux dire aussi que certains partenaires l'ont tellement compris qu'ils ont formé une coalition pour avancer avec nous. Je parle du PAM, je parle du FIDA, je parle de la FAO et que d'autres vont accompagner. Je suis sûr que vous avez parlé de psychosocial. Je sais que l'UNICEF, mon ancienne boîte, pour ainsi dire, et ce serait heureux aussi de participer à cela. Mais moi, j'ai fait le Lutte Lac Tchad il y a l'année dernière avec le PAM. Sur le terrain, nous avons vu les femmes récupérer des pour l'agriculture et nous avons compris que l'un de nos problèmes majeurs est là-bas, et dans le Lutte Lac Tchad, mais aussi parce que nous avons, la même façon que nous avons le Daesh par ici, nous avons Boko Haram dans ces eaux-là et qu'il faut donner espoir et perspective aux populations. Donc, nous nous verrons souvent à partir de la mi-février. Monsieur Caravio, peut-être que nous aurons l'occasion de nous asseoir avec vous aussi à votre radio pour discuter un peu plus de ces questions-là avec nos experts en la matière. Merci. Merci à vous, Monsieur Sidikou. Tout de suite, donc, je m'adresse à Monsieur Mahamadou Kane pour la radio Clédu, donc en direct de Bamako au Mali. Bonsoir, vous m'entendez? Très très bien. Bonjour Monsieur donc Kane. Est-ce que vous avez une question, bien sûr, et à qui s'adresse-t-elle surtout? Alors, je crois que j'ai deux petites questions à l'endroit du représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel et de Monsieur Lozada. Et Maman Sidikou du G5 Sahel. D'accord, ok. Alors, j'ai cru comprendre que l'éducation est le quatrième pilier des axes d'intervention de l'Alliance Sahel. Alors, la situation dans mon pays, c'est qu'il y a 1 millier d'écoles, environ 1000 écoles qui sont fermées au Mali aujourd'hui. Concrètement, comment vous intervenez dans cette partie du pays et quel est le format de cette intervention au bénéfice de ces enfants finalement qui sont à la merci des groupes djihadistes, des groupes terroristes. Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, il y a le centre du Mali qui est le nouveau front, comme vous le savez, de la crise depuis quelques années. C'est une partie de notre pays qui est en proie à des violences intercommunautaires. Là-bas également, c'est clair que les populations sont diminuées. Aujourd'hui, le curseur de la crise malienne s'est déplacé jusqu'aux portes de Bamako. Si vous connaissez la ville de Ségou, il y a des djihadistes qui y opèrent. Il y a la ville de Farabougou aujourd'hui où les populations ont du mal à aller même aux champs, des champs qui sont brûlés. Concrètement, aujourd'hui, comment l'Alliance Sahel traite cette question du centre du Mali? Parce qu'ici, pour beaucoup de mes compatriotes, c'est clairement la zone la plus dangereuse du pays, le nord du Mali. Voilà. Mes questions s'adressent à Maman Sidikou, peut-être sur le volet sécuritaire et au représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, pour répondre à la question sur l'éducation. Monsieur Sidikou, est-ce que vous voulez bien répondre à cette question? Oui, merci. Évidemment, le Mali, comme l'a dit Angel tout à l'heure, nous préoccupe au plus haut point à cause du centre, à cause de tout ce qui est communautaire. C'est la même chose dont nous héritons dans ce qui se passe au Niger et au Burkina Faso, certaines mesures. Tout à l'heure, je disais que le G5 Sahel a un mandat double, la sécurité et le développement. Et ces deux-là sont liés. Vous avez vu que je n'ai pas parlé de défense, cependant, face au recours à la terreur auquel nous sommes, pour déstabiliser les civils et l'administration, force doit rester à la loi. C'est la raison pour laquelle je pense que les armées des 5 États membres ont constitué un dispositif de défense qui est la force conjointe du G5, avec ses limitations et tout, mais elle est là, elle existe, elle bouge en ce moment. Vous avez raison quand d'innocents enseignants sont chassés, les écoles ferment bien sûr,
quand des représentants de l'administration sont pris en otage, quand les commerçants périssent sur les routes, une action résolue et concertée s'impose. Est-ce que nous le faisons bien ensemble, Force nationale et la force conjointe? Nous y allons. Il y a beaucoup à faire encore. Mais notre objectif primordial reste la sécurité, celle des civils et aussi de leurs biens, bien entendu. Parlons un peu, et c'est pour là que nous parlons de plus en plus au niveau du Sahel de sécurité de proximité. Je pense que c'est ça qui va être la solution. Par exemple, les postes frontières de nos 5 États sont des lieux stratégiques qui vont traverser de grands nombres de personnes et de marchandises. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là et nous avons, le soutien de l'Allemagne et d'autres, conçu un programme de coopération entre les institutions de police du G5 Sahel pour restaurer un climat de confiance au sein de la population, les forces de sécurité et les citoyens. Je suis d'accord avec vous, quand les routes sont incertaines, quand c'est des mines partout, il faut agir vite et avec célérité. C'est à cela, à mon avis, qu'il faut s'atteler. Et vous n'avez pas posé la question, mais je suis sûr qu'elle trotte quelque part dans nos esprits. Il faut aussi que nous respections une valeur fondamentale, le respect des civils. Parce que ça fait partie de nos cultures sahéliennes, ainsi que c'est aussi dans les droits de nos États. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là pour agir contre les forces négatives, mais en même temps s'assurer qu'il n'y a pas, entre guillemets, de bavure, qu'il n'y a pas une action de conflit communautaire, etc. etc. Nous sommes en mode recherche, solution et action en même temps avec nos forces de sécurité. C'est ce que je peux dire pour le moment, mais Angel qui gère toute la dimension réconciliation, je dirais, accord de paix au Mali, peut-être pourrait nous aider aussi un peu avec la réflexion à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sidikou. Je me tourne vers un autre confrère maintenant, immédiatement pour Africa Diaspora News, donc en Mauritanie, Monsieur Saïdou Diallo. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez très bien. Très bien, très bien. À qui s'adresse votre question, Monsieur Diallo, et quelle est-elle? Ma question s'adresse, je crois que le ministre mauritanien n'est pas là, donc elle s'adressait soit au ministre mauritanien, mais M. Zonko aussi peut répondre. Je vais la poser et puis soit un des deux ou bien celui qui se sent le plus. C'est une question d'ordre général et puis c'est une question qui va au-delà même de la question de l'Alliance Sahel, mais en même temps qui est particulièrement symbolique, qui en tout cas que se posent certains jeunes que j'ai rencontrés en préparant les 3 ans de l'Alliance du Sahel. C'est que pour un jeune fougueux, comment les autorités, par exemple si c'était le ministre ou M. Zonko, peut-il expliquer à un jeune du Sahel fougueux que 60 ans après l'accession aux indépendances politiques, les pays du Sahel soient dans l'obligation de faire appel à des partenaires techniques ou financiers pour particulièrement financer, par exemple, l'accès à l'éducation, à la santé et même aux services de base. Et quand je le dis, ce n'est pas du tout en désavoi, mais c'est de faire comprendre à un jeune qui ne comprend pas qu'on ait besoin de faire appel aux partenaires techniques et financiers. Et je ne doute pas qu'il y ait les réponses pour que des services de base soient pris en charge par nos partenaires, que nous remercions au passage, bien sûr. C'était votre unique question, donc, Monsieur Diallo, si vous le permettez. J'en avais une deuxième. Après, j'avais une deuxième pour Malman, monsieur le secrétaire exécutif. C'est-à-dire, compte tenu aujourd'hui de la pandémie de la COVID-19, est-ce que aujourd'hui, les engagements qui sont pris par les partenaires techniques et financiers peuvent être respectés en sachant qu'il va y avoir probablement des priorités au niveau de nos partenaires techniques et financiers, au niveau de leurs pays respectifs, mais aussi au niveau de nos pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr qu'on va pouvoir respecter une bonne partie des engagements qui ont été pris par les partenaires financiers particulièrement? Monsieur Zongo, peut-être vous pouvez répondre à cette question? Oui, pas de problème. Alors non, je crois que M. Diallo pose une très bonne question, qui est une question que beaucoup de gens se posent. Et je ne vais pas apporter une réponse, comment je dirais,
exhaustif compte tenu du temps. Je veux qu'il accepte avec moi une première chose, c'est que il faut se convaincre que l'aide ne peut qu'accompagner le développement. L'aide n'est pas un instrument. C'est très clair, c'est très net. Une fois qu'on se met ça dans la tête, on se dit le vrai effort, le vrai résultat doit venir d'ailleurs. Deuxième élément qui paraît important, c'est que l'aide ne peut pas se substituer à une solution politique. Alors que lorsqu'on regarde une approche de développement, des efforts qui sont fournis, le sacrifice qui est fait, il faut une volonté politique. Et l'aide ne peut pas se substituer à une solution politique. Ceci dit, ça apporte des pistes pour une réponse. Ça veut dire quoi? Que 60 ans après, lorsqu'on questionne nos politiques de développement, on se rend compte que la manière dont nous avons fait le diagnostic, parce qu'une politique repose d'abord sur un diagnostic. La manière dont les diagnostics ont été faits, est-ce qu'ils ont été faits de la bonne manière? Est-ce qu'ils ont touché les vrais problèmes pour que les politiques qui ont été mises en œuvre apportent des vraies réponses? Aujourd'hui, quand on regarde, et c'est ce que j'ai voulu dire un peu dans mon intervention, qu'on le veuille ou non, la production de connaissances aujourd'hui, quand on veut vous parler de connaissances sur nos régions, vous allez plutôt de l'autre côté là pour chercher la connaissance. La connaissance doit venir du milieu dans lequel la solution doit être apportée. Donc, jusqu'à présent, les diagnostics qui ont été faits sur la base desquels les politiques ont été établies n'ont pas été des diagnostics qui ont répondu réellement aux problèmes posés. C'est pourquoi, avec le secrétariat permanent du G5 Sahel, nous avons conclu vraiment qu'il est temps qu'on crée une expertise locale qui existe lorsque vous regardez. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, qu'on se convainc que dans nos pays, la réponse à nos problèmes ne peuvent pas être des réponses cloisonnées. Que lorsqu'un problème se pose, qu'on puisse mettre ensemble les différents acteurs. Le politique est là, le privé est là, on appelle le rôle du privé, la jeunesse est là, la société civile est là, le militaire est là pour discuter, pour faire le diagnostic. Chacun a une compréhension du problème. Mais lorsqu'on arrive à mettre les gens autour de la table, on se lève avec la même compréhension du problème, on a la même approche du défi et chacun sait ce qu'il doit faire. Et je pense que l'OSADA a apporté d'une manière ou d'une autre une analyse qui rejoint ce que j'ai dit. Pour que cette mise en cohérence vous permette d'arriver à un résultat qui est durable, il faut voir comment vous coordonnez pour qu'il n'y ait pas de fausses notes, comment vous vous appropriez ce que vous faites tant que ce n'est pas vous-même, ça ne vient pas de vous-même, vous ne vous reconnaissez pas dans le résultat. Et à la fin, avons-nous été efficaces? Comment nous apprécions l'efficacité? Je suis tout à fait d'accord avec vous, ce qui montre que les politiques publiques que nous avons mises en œuvre, nous avons été des décideurs politiques, mais le recul nous permet de comprendre aujourd'hui qu'il faut plus comprendre les besoins des populations, la sociologie des populations, l'économie politique des populations pour apporter des vraies solutions. Et ça demande au niveau de nos États, comment je dirais, un changement de logiciel, mais ça demande au niveau des partenaires aussi un changement de logiciel. Et c'est ce que l'Alliance Sahel est en train de faire d'une manière ou d'une autre et nous devons les accompagner dans ce exercice. Parfait, merci beaucoup Monsieur le Premier ministre. Je crois que j'ai oublié tout à l'heure un intervenant pour répondre à la question de Monsieur Kadabio. Je crois, Monsieur Lozada, que vous voulez vous exprimer sur cette question. Oui, merci, oui. C'est moi, pardonnez-moi. J'ai été un peu vite en besogne. Tout simplement, je voulais mentionner l'importance de l'éducation, bien sûr, l'éducation des jeunes. D'ailleurs, l'Union européenne, grâce à l'aide budgétaire, par exemple, au Niger, elle participe énormément. Moi-même, j'étais
à Kidal il y a 6 ou 7 semaines et on m'a dit que la plupart des écoles sont fermées. Au nord du Burkina également, les écoles sont fermées. C'est une question extrêmement préoccupante car, comme je dis, la jeunesse, c'est un peu le futur. Mais si vous voyez les projets, et c'est dans le rapport qui a été soumis d'ailleurs, les projets jeunesse et emploi des jeunes, il y a une quantité assez importante de projets. Je n'ai plus les chiffres devant moi maintenant, je les avais tout à l'heure. Ceci démontre l'importance que l'on donne à la question de l'éducation et c'est un des piliers même de l'Alliance Sahel, il ne faut pas oublier ça. Et dans ce pilier, en tout cas, l'Union européenne montre une importance énorme, comme également, comme l'avait dit Christina Diaz, également dans le sujet de la question du genre, qui est une question transversale au sein de l'Alliance Sahel. L'Union européenne également appuie tous ces projets. Et en parlant de genre, je voulais mentionner tout à l'heure, si vous permettez, très très brièvement, je voulais mentionner tout à l'heure dans le processus de paix dans lequel je suis membre de la médiation internationale au nom de l'Union européenne, dans le processus de paix au Mali. Après l'insistance que nous avons eue, que l'Union européenne a eue, que nous avons tous eu, finalement, les femmes font partie maintenant du comité de suivi de l'accord de paix et participent avec voix et avec insistance pour le processus de paix et avec un effet immédiat, puisque pour la première fois au CSA, et j'ai suivi pratiquement tous les comités de suivi de l'accord depuis le début, depuis 2015, 2016, pratiquement tous les comités, pour la première fois, on a parlé d'éducation au comité de suivi de l'accord. Et qui c'est qui a parlé d'éducation? Ce sont justement les femmes. Et tout le monde a appuyé cette vision. Donc, les deux éléments, genre, éducation, jeunes, femmes, sont tous intrinsèquement unis. Et l'Alliance Sahel, en tout cas comme premier pilier d'ailleurs de son activité, les prend énormément en compte. Il suffit de voir les chiffres qui sont présentés d'ailleurs dans le rapport. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Losada. Je reviens vers vous, Monsieur Diallo. Je crois que vous aviez une question également pour Monsieur Sidikou, si je ne m'abuse. Oui, j'avais une question. Alors, je me posais la question de savoir, compte tenu de l'impact de la Covid-19, est-ce que les partenaires financiers de l'Alliance du Sahel et du G5 Sahel de façon générale vont-ils respecter les engagements qu'ils avaient pris avant l'avènement de cette pandémie, parce que ça peut changer les priorités de nos partenaires qui vont avoir une forme de pression au niveau de leur pays respectifs et cela peut impacter les pays du Sahel. Donc, c'était ma question. Est-ce qu'ils ont des assurances sur la pérennité, on va dire, des promesses de financement ou de l'effectivité même des financements? Oui, alors merci infiniment pour cette question très, très importante. J'avais dit au départ de mon intervention, lorsque vous m'avez donné la parole, que nous devons adapter notre mode opérationnel de façon générale au changement, mais aussi même la façon dont nous travaillons avec nos partenaires. Avec l'Alliance Sahel, je dois dire que 2 années de coopération nous ont permis quand même de mieux nous connaître et obtenir quelques résultats. Nous avons parlé de PDU tout à l'heure, sa mise en œuvre. Nous avons parlé de la levée de fonds pour la mise en œuvre du PIP, qui a ses problèmes. Nous avons peut-être 20 à 30% de fonds levés sur les 2 milliards d'euros qui avaient été annoncés en décembre 2018. Et aussi pour l'adoption, la notion de notre CAPI. Il s'agit de flexibilité. Nous savons que le monde a basculé quelque part à cause du Covid et tout ça aussi. Et donc, il faut au quotidien garder le contact et dialoguer et voir comment nos partenaires peuvent être flexibles et s'adapter aux changements sur le terrain et accepter que, par exemple, l'éducation aujourd'hui est devenue une priorité incommensurable. Plus qu'elle l'était, moi j'ai un doctorat en éducation et nous avons tendance à penser que nous sommes les premiers parmi les premiers en éducation. La résilience, le renforcement de la résilience de nos populations fondamentale. Qu'est-ce que nos partenaires feront pour que au moins les fonds aillent vers des secteurs aussi clés assez rapidement? Nous sommes en ce moment en contact avec le nouveau coordinateur développement des Nations Unies, M. Mariguet, qui va arriver incessamment à Dakar. Nous allons revoir, hier nuit on échangeait, y compris avec le président du Conseil des ministres qui vient de nous quitter, là, qui a quitté la salle, ou le dialogue plutôt. Nous avons quand même de nous revoir rapidement pour même voir comment la stratégie des Nations Unies peut s'adapter mieux à ce qui s'impose à nous aujourd'hui, sur la base des priorités que le Sahel, et pas seulement les officiels du Sahel, mais aussi, pour revenir à ce que M. Zongo disait, le Premier ministre,
les acteurs locaux, les populations, quelles sont aujourd'hui les priorités et sur quoi il faut mettre l'accent en ce qui concerne avec ce que nous aurons comme moyens, puisque ils sont aussi impactés, nos partenaires. Il faut pas se faire d'illusions à ce niveau-là. Et donc, c'est ça que je voulais dire. Par exemple, le Conseil des ministres de N'Djamena, bientôt, le Conseil des ministres du 5 Sahel, se penchera sur la question de la dette. Parce que la dette explique aussi pourquoi nous avons des problèmes. Le président Ghazouani, le président d'exercice, était récemment à Bruxelles, il y a 2 jours, je crois 3 jours, et a recommandé réitérer le besoin d'annulation de la dette, ou en tout cas d'une levée de la dette qui permettrait de faire face à l'impact du Covid. Tout ça, c'est des mécanismes, c'est des initiatives, c'est des solutions vers lesquelles il faudra tendre. Mais c'est le dialogue qui va nous permettre de faire cela en mettant en avant nos priorités à nous, les priorités de nos populations. Donc, wait and see. Enfin, nous sommes, comme ils disent, stay tuned. On va essayer de comprendre comment les choses vont évoluer. Merci. Merci à vous, Monsieur Sidikou. Je fais remonter maintenant une question du chat, donc de Bertrand Mignot, à savoir quelle est l'articulation entre la coopération technique, AFD, Guise, et celle financière, KfW, DEG, Bio, etc. Je crois que Monsieur Hayes, vous souhaitiez répondre à cette question. Oui, c'est une question à laquelle il est assez simple de répondre. En fait, c'est ce que je disais dans mon propos introductif. L'Alliance Sahel, c'est 24 membres aujourd'hui. Et dans les membres, vous avez à la fois des coopérations techniques, des coopérations financières, les deux. Donc la GIZ, typiquement, c'est le côté coopération technique pour l'Allemagne, et la KfW, c'est le côté coopération financière. L'Agence française de développement, elle, fait les deux. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est tout ça en même temps, à la fois les appuis techniques, l'expertise, les échanges d'expertise et les appuis financiers. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du chat, si ça répond bien à la question, ou si on avait d'autres questions des journalistes, je ne sais pas en régie. Oui, si, est-ce qu'on a d'autres questions de journalistes éventuellement, qu'on aurait oubliées éventuellement? Visiblement, ce silence signifie non. Eh bien, écoutez, je crois que cette conférence touche à sa fin. Nous espérons avoir éclairé tout le monde donc sur la mission de l'Alliance Sahel et du G5. Merci à tous nos intervenants. Merci Monsieur Hayes. Merci donc à Monsieur Mamadou Khan, Monsieur Gonzalez, enfin Madame pardon Gonzalez Laya qui a dû nous quitter avant la fin. Monsieur Sawadogo, Monsieur Tsongo, Monsieur Sidikou et Monsieur Losada. Et j'espère bien à très vite pour un nouveau bilan. Voilà. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir assisté à cette conférence.